Excusez-moi. OK, j'ai fait les sciences éco, j'ai fait un DSS en gestion des projets et un master 2 en genre et gestion des produits de développement. J'ai fait mon parcours dans les projets de développement communautaire, de développement communautaire pratiquement à la base, avec les analphabètes purs, sur les projets de santé, VIH, SIDA, paludisme, la suivi de l'enfant, la nutrition. J'ai fait un projet sur les pédiatries, les plantes à racines tubercules, le développement des plantes à racines tubercules. On a côtoyé assez de monde analphabète autour d'une problématique de développement qui a donné ses résultats et ses difficultés également. Merci. Gaël? Allô, oui, monsieur Rudy. Oui. Oui, donc voilà, merci pour votre présentation. Je crois que je vais vous laisser la main pour, comment dirais-je, coordonner la séance, puisque c'est une séance d'échange avec les participants. Donc, vous avez prévu de faire une présentation, de partager votre écran ou de faire une présentation PowerPoint? Non, 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 on va aller directement, parce que c'est ça que j'avais prévu. D'accord, d'accord. On va aller directement. C'est super. Donc, on va faire comme vous l'avez prévu. Donc, Okay. les auditeurs sont en salle. Je ne sais pas, je n'ai pas... Monsieur Djibril, la caméra n'est pas allumée. Nous ne voyons pas les participants en salle. Donc, si vous pouvez allumer la caméra. Allô, ça peut aller? Oui, en attendant qu'ils allument la caméra, oui, voilà, ils sont en train de le faire. Donc, voilà. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, voilà, les participants sont en salle. Donc, vous pouvez commencer la séance d'échange. Ok. Bonjour, chers participants, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est là autour d'un sujet de développement très important, la gouvernance et le management. Tout le monde sait que on ne peut pas parler de gouvernance sans un bon management et une bonne gouvernance aussi sans un bon management. Donc, avant tout, un gestionnaire ou un suivi évaluateur doit pouvoir avoir une bonne gouvernance et un bon management. Connaître son équipe au départ, parce que c'est les projets qui nous réunissent, pardon. Et du coup, quand on vient d'horizons divers et que la problématique nous réunit ensemble, le gestionnaire du projet que nous sommes, nous devons avoir quand même un minimum de stratégie pour assurer l'intégration de l'équipe, c'est-à-dire placer le projet dans son contexte et dans sa phase active de mise en œuvre. Par expérience, ce n'est pas un cours qu'on est en train de faire, ce qu'on a vécu réellement sur le terrain, qui peut être déjà un peu plus différent de ce que on a lu dans les papiers et ce qu'on a lu dans les livres. Tout est dit que quand le projet est peaufiné et la mise en œuvre est lancée, il y a toujours les bénéficiaires qui nous disent, quels que soient les contextes, leurs lois, et c'est des astuces qui nous permettent de s'en sortir et de rejoindre encore nos indicateurs poursuivis, qui est la phase à capitaliser, qui est la leçon qu'on tire de toute mise en œuvre d'un projet. Donc, je disais tantôt qu'en tant que gestionnaire, ce que l'on a appris, ce qu'on retient aujourd'hui, pour gérer une bonne équipe, il faut avoir une bonne observation. On est gestionnaire à l'intérieur d'une équipe, on ne se connaissait pas avant, on s'est mis ensemble dans une équipe de gestion pour diriger un projet. Donc, le chef doit tout faire pour nous connaître, pour se connaître et connaître aussi son équipe. Donc, nous faisons l'observation, on observe tout un chacun de nous à travers beaucoup de choses. C'est-à-dire, si déjà il y a des séminaires, il y a des choses, on voit comment les choses évoluent. Après l'observation, nous allons directement au stade de la cohésion. La cohésion, c'est quoi? Au cours des séminaires, on sait déjà les potentialités de chaque membre. Je suis en train de faire déjà, qu'est-ce qu'on fait
pour organiser l'équipe, avant de commencer, on va parler d'un suivi, d'installation d'un dispositif de suivi réel et au cours de la mise en œuvre. Au cours de la cohésion, c'est des séminaires peut-être au début de tout projet, au début de toute la mise en œuvre, qui nous permet quand même de savoir les compétences des uns et des autres. En quoi l'autre est fort, en quoi il est puissant. Si on sait pertinemment qu'il y a des gens qui sont forts en rédaction, en analyse, qui sont forts en informatique, ou bien pour parcourir des zones qui roulent bien la moto. Il y a quand même pendant des séminaires de rédaction, pendant des séminaires de suivi direct sur le terrain, des situations réelles d'activité, on détecte quand même de quoi chacun est capable. Après le stade de la cohésion, nous allons directement à la différenciation. Parce qu'il faut quand même noter qu'il y a des gens qui se rapprochent sur un certain nombre de thématiques, de compétences et de techniques. Et il y a des gens qui s'éloignent. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes compétences. Donc, il faudrait qu'au cours de cette phase de différenciation, on puisse élaborer facilement un plan de renforcement de l'équipe. Ce plan de renforcement nous permettra déjà de savoir telle personne a besoin de telle petite formation pour se mettre à niveau, telle petite formation également pour comprendre un certain nombre de choses pour pouvoir réussir le poste qu'on aurait confié. Après la différenciation, nous allons partir sur l'organisation directe. Et on parle de l'organisation, c'est quand on fait la différenciation, on sait maintenant qu'il faut mettre à quelle place pour avoir la réussite déjà à 25% du projet. Donc, on organise les agents avec les postes et avec les équipes de travail. Si on fait tout ça, on est sûr que si on fait ça, d'office, le résultat vient de lui-même parce qu'il y a très peu de choses à faire pour aller vers le résultat. Et c'est ça, qu'après ça, que le projet lui-même démarre. Et on peut parler maintenant de la du démarrage des projets qui commence avec le suivi. Nous savons très bien que pour mettre en place une équipe, il faudrait que le chef de projet fasse beaucoup de sacrifices et sache qu'il y a des différenciations observées à divers niveaux chez les membres de l'équipe de gestion. Donc, c'est déjà le chef qui a en même temps le souci de motiver, de valoriser son équipe, tout en sachant qu'il a une ligne, une feuille de route à suivre pour garder l'équipe aussi performante pour aller vers la mise en œuvre du projet. Du coup, on a installé le projet, on a fait l'observation, on a fait la cohésion, on sait qu'il y a des gens qui ont un certain nombre de compétences dans d'autres matières et d'autres compétences dans d'autres matières, dans d'autres secteurs d'activité. On a organisé notre équipe et pouf, on s'est lancé dans la mise en œuvre. La mise en œuvre va nous demander maintenant le suivi et l'évaluation. D'abord, le suivi à part et l'évaluation à part. Quand nous commençons les projets, nous faisons déjà... Excuse-moi. Oui, excuse-moi. Il semble qu'il y a un problème là. Ils ont écrit un message. Fatih, c'est quoi le problème? Je n'ai pas lu. Jamila Konaté, quel est le problème? Nadia la main levée. Oui. Non, ce n'est pas vous. Je ne sais pas si c'est la salle dans laquelle vous vous trouvez, mais il y a de l'écho ici, on n'entend pas bien. On n'arrive pas à bien cerner la voix. Ok. Ou bien je parle très bas, c'est ça? Voilà. Si vous pouvez parler peut-être un peu plus fort. Ou bien augmenter le volume de votre chose là, non? Augmenter le volume de votre haut-parleur peut-être. Moi, j'ai fini pratiquement, je suis à 92 pour le volume. Non, je parle de ceux qui sont en salle. Ok. Ceux qui sont en salle, ils ont un haut-parleur. Ok, vous pouvez continuer. Moi-même, je vais voir. Ok, donc je disais tantôt que si le chef d'équipe fait les 5 stades
d'observation, cohésion, différenciation et l'organisation. Le 5e stade, c'est la production. Le résultat vient de lui-même. C'est quand on finit l'organisation qu'on assure maintenant que le projet a bien démarré. Et à ce niveau, on a besoin de suivi et de l'évaluation. Le suivi à part et l'évaluation à part. Quand nous faisons les projets dans la base communautaire, on fait une formation et un séminaire de démarrage. Et ce séminaire de démarrage regroupe toutes les parties prenantes du projet. Si vous voulez, les parties prenantes, par expérience, nous avons essayé d'identifier la collectivité locale dans laquelle nous sommes. Allô? Allô, Orion? Oui? Tu peux allumer ta vidéo? Ça serait plus interactif pour eux, quoi, que de voir l'écran noir et d'entendre la voix. Ok, c'est bon? Oui, oui. Maintenant, baisse un peu la caméra pour être bien dedans. Voilà. Ok, ça peut aller. Allô? Oui, c'est bon, continue. Ok, bon. Très bien. Donc, je disais qu'il y a le suivi d'évaluation, il y a le suivi à part et l'évaluation à part. Et au démarrage, nous faisons des séminaires qui mettent ensemble toutes les parties prenantes du projet. Au début, il faudrait que, si nous voulons intervenir dans une localité, il y a la collectivité locale, la mairie et son conseil, il y a le représentant des partenaires, des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers. Nous avons les bénéficiaires. Nous avons l'environnement qui représente, l'environnement, ce n'est rien d'autre que les ONG comme nous, qui font les mêmes activités comme nous, qui touchent les mêmes problématiques comme nous dans la localité. Puisque, s'agissant du développement, nous n'avons plus pratiquement rien à inventer. Il y a des ONG qui fonctionnent à l'intérieur de la localité. Nous avons la chance de gagner un projet avec pratiquement la même problématique. Quand on veut démarrer le projet, il est quand même très bien de faire la connaissance de l'existant, c'est-à-dire les ONG qui sont comme nous, qui faisons la même activité dans la zone. Nous faisons des rencontres avec eux, des prises de contact avec eux, avec elles, pardon, et au cours de ce séminaire, on les invite et viennent partager aussi leur expérience et nous dire par le passé comment ça s'est passé et aujourd'hui, leur bataille leur donne quel niveau d'atteinte des indicateurs. Et après, nous avons aussi les bénéficiaires, ceux pour qui nous travaillons. Donc, bref, les parties prenantes, là, nous les segmentons en 4. Nous avons les bénéficiaires, nous avons l'environnement qui comporte les ONG, les acteurs qui font les mêmes choses comme nous. Nous avons les partenaires comme les bailleurs de fonds, tout ça, la collectivité locale, les bailleurs de fonds regroupés dans la même carotte. Et en même temps, l'organisation interne, la structure de notre l'organisation interne que nous avons, c'est-à-dire l'équipe de gestion, c'est aussi encore une partie prenante. Nous travaillons, nous déployons tout le projet et on présente le projet dans tout son ensemble. Chacun sait déjà ce que ça va être, si toute chose étant égale par ailleurs, quels sont les résultats escomptés. C'est de là, on lance le projet, les activités confiées à chaque animateur. L'animateur connaît déjà quelle est la fiche qui va nous permettre de faire son suivi. Le superviseur a une fiche qui va permettre de faire le suivi de l'animateur. L'animateur aussi a ses fiches et connaît déjà les indicateurs, les points sensibles qu'on doit toucher pendant le suivi. Nous prenons le suivi qui fait match avec la mise en œuvre pour préparer en fait pour préparer en fait l'évaluation. Le suivi, c'est comme une formation à courte durée permanente qui prend corps avec la mise en œuvre et qui nous permet de régler les petites erreurs, les petits trucs, et faire des petites formations, des petites corrections chez l'animateur tout au long, depuis le début du projet, tout au long de la phase de mise en œuvre, pour quand même permettre à l'animateur de rentrer tout doucement dans
la mise en œuvre avec les connaissances, avec les connaissances souhaitées, les compétences souhaitées, la stratégie, la logique d'intervention souhaitée. Donc, le superviseur qui comprend le projet un peu plus mieux que l'animateur programme son plan, fait son plan de suivi et continue le suivi avec la mise en œuvre du projet. Nous faisons le suivi, on fait au cours d'un suivi, qu'est-ce qui se passe réellement en situation réelle de travail. On laisse l'animateur travailler. Si l'animateur a fait déjà ces séances ou bien réuni les membres, les bénéficiaires, fait ces séances, au point où l'animateur est en train de finir, bien qu'on a constaté que l'animateur a des difficultés au cours de l'animation, on fait juste l'effort de ne pas montrer aux populations, aux bénéficiaires que l'animateur a des failles qu'il faut corriger. Non. On peut intervenir juste pour relancer encore le débat entre animateurs et les bénéficiaires. À la fin, on fait le débriefing avec l'animateur seul. Pardon, avant la fin, sur le chantier, déjà en situation réelle, quand l'animateur finit et que son superviseur est à côté, l'animateur présente le superviseur déjà au départ de l'activité, tout ça. Là, et à la fin, le superviseur prend parole pour intelligemment régler les petits points, les petits ratés qu'on avait eu au cours de l'évolution du déroulement de la séance. Si on finit tout, on vient au bureau, tous les animateurs qui ont fait l'objet de suivi. Au bureau, maintenant, on fait la séance de débriefing. La séance de débriefing nous permet de donner la parole à l'animateur lui-même. Et si on donne la parole à l'animateur lui-même, on permet à l'animateur de dire son ressenti personnel, comment il s'est retrouvé pendant la séance et quelles sont les choses que l'animateur lui-même se sentait très bien faire et que si on lui donnait la possibilité, ça ne va pas changer, que ça va de reprendre, ça va faire le même effet. L'animateur va me dire également c'est où est-ce que lui-même s'est senti très incapable ou bien il s'est senti en difficulté de dérouler la séance. L'animateur va prendre la parole et dire tout ce qu'il a pu faire de bien et toutes les difficultés. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Attends, je ne sais pas si je suis dans le cadre, sinon je suis en train de faire cette installation avant d'aller vers les points de collecte de données, de l'autre jour. Alors, un instant. Problème technique encore. Attends, on a des soucis techniques là pour que les gens t'entendent bien. Un instant. Attends un peu, s'il te plaît. Un instant. 2 minutes. Un instant. Hein. OK. S'il vous plaît, comment on change de Wi-Fi sur Windows? Bah ici là.
Allô? Allô, Orion? Oui, allô. OK. C'est bon? OK, c'est bon, tu peux continuer. Ok, donc, J'espère que c'est enregistré. Ah ouais. Ok, Ulrich. Allô, Gaël, j'espère que c'est enregistré la séance. Si, j'ai vu le point d'enregistrement en cours. D'accord, merci. Vous allez, toi, traiter après, enlever les désordres. Donc, Ulrich, je suis en train de faire juste un peu le point de départ avant de tomber dans les points de suivi. Je ne sais pas si la stratégie est bonne. Oui, ça peut aller, c'est bon. Ça peut aller, hein? Oui, la salle est à toi. Ok, d'accord. Donc, on était au niveau du suivi. Donc, le suivi évaluation, on fait la première partie qui est le suivi et on constate exactement que le suivi fait le corps avec la mise en œuvre. Et ça permet de faire une formation continue aux animateurs au fur et à mesure qu'on évolue dans la mise en œuvre du projet. Donc, je disais que le superviseur qui est en charge du suivi de l'activité prend les animateurs un à un en situation réelle de travail. Au bureau, il vient faire le débriefing avec tous les animateurs et chaque animateur prend en premier la parole et fait le point de son ressenti personnel, comment il s'est retrouvé au cours de l'activité sur le terrain. À tour de rôle. Au finish, c'est le superviseur qui a la fiche de suivi individuel de chaque animateur qui commence par faire le point de tout ce qu'il a constaté au fur et à mesure, avant le démarrage, pendant le démarrage et après le démarrage. Parce qu'il faut faire la préparation sur place, c'est-à-dire pas au bureau, sur place, il faut mobiliser les gens, il faut installer, il faut rentrer dans le débat. Après, il faut finir, il faut noter le nombre de personnes, si c'est le nombre de 10 filles, et 10 hommes et 10 femmes, par exemple, il faut noter s'il y a des enfants, s'il y a, bon, c'est-à-dire, ils ont quand même un outil de rapportage qu'ils doivent faire sur place pour ne pas oublier les paramètres après. Le superviseur prend parole, il fait le point de tout ce qu'il a constaté sur le déroulement de l'activité avec l'animateur et fait les recommandations. On fait ça pour tout le monde. On fait les recommandations. La prochaine séance de suivi sur le terrain est connue par les animateurs. Ils préparent ça. Les animateurs aussi préparent de leur manière pour montrer quand même aux superviseurs que ça évolue bien. À la prochaine séance de suivi, le superviseur voit comment l'animateur a mis en œuvre les recommandations. Donc, le superviseur est plus regardant sur la mise en œuvre des recommandations de la supervision passée en situation réelle de l'animateur, chez l'animateur. Et on voit l'amélioration et on continue à aller vers la stratégie pour améliorer davantage, rendre plus performant l'animateur là. On fait ça de la même manière pour tous les animateurs. Et au bureau maintenant, chacun prend la parole de la même manière, dit son ressenti personnel. Mais cette fois-ci, le superviseur quitte la mise en œuvre, le rappel des anciennes recommandations et voit maintenant le suivi de la mise en œuvre des recommandations. Et les recommandations, puisque si on fait le suivi comme ça, on ne fait pas les recommandations, les mêmes erreurs viennent chaque fois et ce n'est plus beau. À un moment donné, ça fragilise l'animateur. L'animateur croit que, bon, qu'il n'a pas aussi la capacité de régler cette affaire, d'être plus performant. Or, en fait, ce n'est pas ça. C'est juste une logique d'intervention qui n'est pas suivie. Mais à force de répéter les recommandations passées et permettre à l'animateur de voir lui-même ses efforts dans la mise en œuvre des recommandations, c'est bien, ça valorise l'animateur et l'animateur aussi fait tout possible pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. On fait ça. Et ça, en tant que superviseur, c'est direct, vous êtes avec vos animateurs dans le même bureau tout le temps.
l'évaluation va interpeller déjà 2 phases. Il y a une phase à mi-parcours et une phase à la fin du programme. Quand bien même on fait le suivi avec le superviseur même est supervisé par le directeur de la boîte. Parce que si on fait tous les jours, le superviseur même va recevoir la mission de sa direction exécutive sur le terrain et voir comment lui-même lui fait. Et que là, le directeur peut s'assurer que oui, ça marche très bien. Il a des choses qu'on peut compléter, on le ferait. S'il y a des choses à réorganiser en tant que matériel ou moyen de mise en œuvre, ça fait l'objet de mobilisation de ces ressources-là. Maintenant, par rapport à l'évaluation à mi-parcours, le suivi fait place à l'évaluation, le suivi prépare l'évaluation. La première évaluation, ça nous permet de faire un point d'étape à mi-parcours avec le bailleur. Le bailleur vient, le bailleur constate, il fait l'évaluation programmatique et l'évaluation financière. L'évaluation programmatique juste nous concerne par rapport aux activités planifiées. Et qu'est-ce qu'il demande? Déjà, il y aura le document de projet, il y a le cadre logique, la planification, votre propre planification, les rapports que vous avez envoyés chaque fois, on amène ces mêmes rapports. Et on voit maintenant, est-ce que tout ce qu'on reçoit au bureau, comme celui des indicateurs, les notes que nous prenons en tant que bailleur qui a le rapport global du projet, on va venir à l'évidence pour voir maintenant, pour contrôler la qualité de cette donnée. Quand le bailleur vient, il nous sort, il nous brandit les dossiers, les rapports que nous-mêmes nous avons envoyés en tant que structure. Et eux aussi, ils ont leurs fiches que nous connaissons également parce que c'est sur ce que nous connaissons qu'on nous évalue. Et c'est ça qui nous permet de travailler aussi dans cette même lancée pour ne pas décevoir les évaluateurs. Donc, l'évaluation aussi viendra et fait. La première évaluation, c'est clean, c'est bon. On fait des recommandations. Il n'y a pas de censure, il n'y a rien, mais on fait des recommandations. Donc, nous, déjà, on s'assure que ça marche très bien. À mi-parcours, les bailleurs descendent et ils font leur évaluation, ils font des recommandations. Et les recommandations sont en même temps replanifiées pour gagner le temps dans la deuxième phase ou bien dans la deuxième moitié du temps de mise en œuvre du projet. Et à la fin, on fait l'évaluation finale avec le projet pour voir réellement. À la fin, il n'y a plus de temps, c'est des sanctions. Soit on vous renouvelle le projet, soit on vous coupe. Il n'y a pas de choses. Donc, c'est un peu le cliché global de ce que nous entendons dans le suivi d'évaluation des produits de développement. Si nous rentrons dans les préoccupations comme la collecte des données de suivi, nous pouvons parler déjà des supports dont on aura besoin, comme déjà le document du projet lui-même, le cadre logique, les thèmes de référence que nous avons, que nous faisons avant de descendre, avant de travailler, avant d'aller vers la mise en œuvre des activités. Nous avons besoin des thèmes de référence, la planification des activités, parce que le projet a une planification globale. Nous, si c'est 3 ans, cette planification triennale, on fait annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle. À l'intérieur de l'équipe de gestion immédiate, ils iront jusqu'à faire des planifications hebdomadaires pour que chaque vendredi ou bien chaque semaine, on fasse un petit point de mise en œuvre et qu'on remonte l'information à l'hiérarchie pour voir en même temps les clientants qui s'annoncent mauvaisement, qu'on puisse déjà les régler. Nous aurons besoin aussi des tableaux des indicateurs. Puisque dans le programme, il y aura des indicateurs. C'est vrai que les indicateurs, à un niveau, demandent beaucoup de temps avant de commencer par se positionner, dans le tableau. Mais nous pouvons faire déjà des résultats d'étape. Montrer que si je prends juste un indicateur comme quoi il y aura installation d'une pompe à l'intérieur d'un village. Si c'est communautaire et si c'est un développement de tout le monde, on va installer la pompe quelque part qui ne serait pas la propriété privée d'un seul individu. Donc, les démarches déjà qui nous permettent d'avoir l'acte de donation
si ce n'est pas la mairie, ou bien pas une collectivité, ou bien pas un groupe, les démarches qui nous permettent d'avoir l'acte de donation officielle de la parcelle qui va abriter la pompe, c'est déjà cette petite course. Si on a l'acte, ou bien on a fait déjà des séances avec des collectivités qui nous cèdent une portion de leur terre pour abriter une telle infrastructure, même si on n'a pas encore implanté la pompe, dans nos rapports, il est quand même très bien que nous notions dans le rapport qu'il y a des démarches qui ont été prises dans le sens, et c'est toujours les indicateurs d'étape que nous avons avant d'atteindre le grand indicateur qui est l'installation de la pompe. Donc, nous devons avoir en même temps les tableaux des indicateurs comme des supports pour faire le suivi de nos activités. Nous avons la liste de présence et la fiche de suivi. La fiche de suivi, c'est selon chaque projet, on adopte une fiche de suivi à chaque projet, selon les attentes du projet. Et cette fiche est connue par l'animateur, par tout le monde, parce que l'animateur aura la fiche, le superviseur aura la fiche, tout le monde aura la fiche, et ils sauront que c'est sur cette fiche-là que va se baser l'évaluation. Et ils vont travailler eux aussi pour rentrer dans la même logique d'intervention pour satisfaire les attentes de ces fiches. Souvent, quand on va parler de moment de revue, pour les projets de développement, souvent nous on fait des réunions de synthèse qui valident les rapports trimestriels que nous faisons. Chaque trimestre, nous faisons une réunion de synthèse avec les parties prenantes pour montrer aux bénéficiaires que ce que nous voulons envoyer aux bailleurs, c'est ça. Nous avons travaillé chez vous, nous sommes en train de négocier un domaine pour abriter un projet ou bien une parcelle pour abriter la pompe pour le village, tout ça. On va écrire tout ça là-dedans et continuer à informer le bailleur que c'est comme ça, on est en train d'évoluer. Donc, tout ce qu'on a mis dans le rapport, on fait une réunion de synthèse qui valide le rapport, qui dépouille toutes les notations des indicateurs, toutes les informations que nous mettons dedans. Parce qu'il faut s'assurer que ces informations sont de qualité. Oui, allô? Oui, s'il vous plaît, c'est coupé. Allô? C'est coupé par ici d'abord. Allô? Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Allô? Oui. OK, donc je disais tantôt que pour comme moment de revue du portefeuille, de revue de réunion des rapports, nous faisons chaque trimestre des séances pour valider, pour s'assurer que les données que nous mettons dans les rapports qu'on voulait envoyer aux bailleurs sont de qualité, sont des données de qualité. Et il faut aller maintenant vers l'implication des bénéficiaires. Comment impliquer les bénéficiaires? Aujourd'hui, le développement de la communauté dépend à 90% d'elle-même. Nous ne sommes plus à l'ère où on dit tout, on fait tout à la place des communautés. Non. Ça veut dire quoi? Les communautés, c'est-à-dire les bénéficiaires, sont impliqués dans tout le processus de mise en œuvre du programme. Et les communautés, en même temps, quand les animateurs sont sur le terrain, ils mettent des cachets ou bien des empreintes digitales ou bien des signatures, pour marquer le passage des animateurs. Surtout dans une communauté analphabète, il faut faire ça pour que demain, facilement, on puisse capitaliser ce qui est fait. Sinon, on peut user de leur situation
pour ne pas combler le nombre de séances inscrites par le programme et la logique d'intervention qu'on devait exécuter pour aller vers la mise en œuvre des projets. Donc, nous mettons à l'intérieur des équipes, des sous-groupes formés, nous mettons les communautés dedans, les bénéficiaires sont dedans et les bénéficiaires travaillent avec les animateurs et à la fin de chaque séance, ils ont des choses à signer. C'est ça qui les valorise en fait. Déjà, ils savent que avant de faire, ils sont impliqués. On a compris qu'il y a une activité qu'on devait faire. Il y a une problématique dans un village A. Et cette même problématique a été déjà réglée dans un village B. Mais ce n'est pas évident que la manière dont ça a été réglé dans le village B serait identique et facilement repliquée dans le village A. Donc, quand il y a la même problématique, on demande quand même aux bénéficiaires, c'est quoi les moyens que nous pouvons utiliser, les actions que nous pouvons mener pour régler la situation. Et déjà, si on quitte ces actions, la planification des actions, à quel moment on peut les faire et à quel moment ils sont disponibles pour venir, comment les maris, les gens est respecté ici pour que les femmes puissent facilement participer aux actions de développement. Donc, nous faisons ces implications, nous permettent d'aller jusqu'à signer les fiches, jusqu'à faire des participations sur des choses faciles. Parce que quand les hommes les gens sont respectés facilement, il y a les femmes qui participent facilement aux réunions. Juste, nous pouvons faire déjà un petit point d'attention par rapport à ça. J'ai participé à un projet de nutrition. Tous les projets de nutrition par le passé avaient intéressé juste les femmes. Parce qu'on sait que l'entretien d'un enfant, c'est l'affaire exclusive des femmes. On a fait, ça n'a pas trop donné. Parce qu'à un moment donné, c'est quand on a besoin des femmes que les femmes sont occupées à d'autres choses que les maris maîtrisent. Pour un autre projet, le projet de nutrition également, ce même projet de nutrition a impliqué les maris. Donc, toutes les séances qu'on a réservées aux femmes, on a réservé également cette séance aux maris et on mélange cette fois-ci les deux. Sur 9 personnes à former par village, par exemple, nous identifions 7 femmes, c'est vrai, mais on arrive à identifier 2 hommes. Et comme c'est seulement 2 dans un grand village là, ils font toute sélection qui donne les 2 leaders. On n'exige rien au départ, mais on ne décide pas de qui va participer à la formation. Mais on fait une séance grand public avec la participation du délégué, du conseiller, du maire. On a l'autorisation de toute la ligne. On tombe dans le village, au programme. Nous avons, si c'est la nutrition, nous avons le CPS, nous avons l'agence de santé, nous avons tout cela parce que nous travaillons tout souvent avec l'environnement. Les gens qui font les mêmes choses comme nous et qui sont dedans avant que nous ne commencions. Donc, pour faire les activités grand public, on les invite tous. Ils se font représenter ou bien ils sont là. Donc, on explique le bien fondé, la logique d'intervention du projet. Tout ce qui fait la quintessence du projet, on l'explique à tout le monde. Et on dit maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Une équipe de 9 personnes, dont 7 femmes et 2 hommes. Ils s'organisent, on leur donne les notions d'organisation, comment ils peuvent identifier tout ça, ils s'organisent. Et pour proclamer encore le résultat des 9 qui feront désormais l'objet de formation, c'est au grand public. Et chaque village nous présente ces 9 personnes qui auront la formation pour la suite de la mise en œuvre du projet. Donc, tous ces exercices permettent un brassage interpersonnel qui fait déjà de l'engagement en fait de la société, de la communauté, des bénéficiaires pour participer à la mise en œuvre, à la réussite du projet. Et que demain, ce n'est pas parce que, surtout quand on est communautaire, on a facilement un parent, machin, ou bien un cousin. Si jamais ça flotte, on dira que c'est parce que le chef, l'animateur a une famille ici, on a choisi ici, rapidement, il vous laisse dessus le travail. Et c'est vous seul qui aurez le temps d'organiser, vous serez là, personne n'est là, la séance ne démarre jamais parce que donc,
Nous, on a fait ces interventions et qui ont marché pardon, très bien à l'intérieur des villages. Et on suit toute la logique qu'on a inscrite dans le document de projet. Et je vous assure tout, quand les hommes viennent à la formation et ils suivent les informations, les enseignements, tout, et ils vont aller faire de la science, même si c'est une démonstration culinaire à l'intérieur d'un village, les hommes, même s'ils ont, il n'y a plus la veille, ils font tout pour laisser au moins les femmes. Ils font tout pour se faire représenter. Ce n'est pas comme avant, ils n'ont pas l'information. On vient, le grand chef vient, il travaille, et après, on vient avec un plan d'action pour dire, bon, dans le plan d'action de la localité, nous voulons construire de l'eau, nous voulons faire de l'eau, nous voulons faire de l'école, tout ça. Et bon. On a compris qu'il faut facilement valoriser les existants tout en leur donnant la formation actuelle qui tient compte du contexte actuel pour aller vers la réussite du projet. Il y a plein de choses qu'on peut développer dans ce sens. Par rapport à la gestion de la relation avec les PTF, si nous parlons déjà de la gouvernance, c'est sûr que nous n'avons pas notre propre intérêt inavoué, non. Aucun animateur ne gagne pas un projet pour s'enrichir, bien un animateur gagne un projet pour aller profiter du projet d'une manière ou d'une autre, non. Sinon, les communautés ne sont jamais bêtes, ils ne seront jamais bêtes. Rapidement, là, ils vont te mettre devant le fait accompli. Donc, déjà, à travers ça, il faut savoir qu'il n'y a pas la corruption. C'est la bonne gouvernance. Pas forcément prendre de l'argent, mais orienter les populations à aller vers un intérêt inavoué ou bien choisir quelqu'un que on intègre. Non. Les bailleurs aiment que les rapports soient à temps. Les périodes de rapportage, là, que les rapports soient vraiment, les périodes de rapportage soient respectées. Et qu'à chaque fois qu'on aura besoin de rapport, qu'on ait le rapport. Secondo, les bailleurs aussi ont des contraintes à des moments donnés où il faut avoir renseigné un tableau d'indicateurs, bien de taux d'exécution physique ou financier, tout ça. On balance l'information au gestionnaire du projet. C'est le gestionnaire du projet qui va tout faire, mais s'il renseigne sa partie, il doit rester avec la partie financière, la direction financière pour s'assurer que tout le tableau est assuré et fait tout dans un bloc et dans un meilleur délai et renseigner et envoyer les informations très tôt à la base des partenaires des techniques et financiers. Ils aiment que quand ils auraient besoin des informations, que ça soit respecté et que le manuel soit respecté. Les partenaires techniques et financiers, si nous avons des activités et qu'on a validé une manière de procédure, quelle que soit la situation, quand on veut changer de comportement, de lieu d'intervention, on fait un mot. On écrit, on demande l'avis. Et c'est quand on a l'avis et que les autres aussi prennent tout le temps pour analyser et voir les contours, les arrangements possibles, ils peuvent corriger notre mémo et dire, nous donnons l'avis, donnons l'objection sur temps et après avoir intégré les observations de temps. Si nous avons le respect du manuel, il y aura des activités qui vont nécessiter qui vont générer des reliquats. Nous n'avons pas le droit d'utiliser les reliquats parce que c'est prévu 100 000, on a utilisé 80 000 pour l'activité, déjà les 20 000, on peut nous-mêmes à l'intérieur, non. Toute information qui irait dans le sens de décaler un peu ou bien de changer un peu les clauses de départ doit pouvoir aller vers les bailleurs et doit pouvoir faire l'objet d'une discussion entre bailleurs et ONG bénéficiaires pour avoir la facilité de replanification de cette activité, de cette ressource qui est générée d'une activité. Souvent, nous sommes avec les communautés, nous sommes avec les analphabètes et il faut collecter des données. En fait, comment on va faire pour collecter des données? Nous avons eu par le passé des notions de collecte de données. Nous faisons des entretiens individuels. Nous avons notre fiche de suivi.
On fait des entretiens individuels avec des choix guidés ou non, ou bien au hasard dans la communauté. Nous faisons également des focus group. On réunit un certain nombre de personnes avec plus 6 à 10 personnes ou plus, si c'est trop. Selon, on peut faire les 2 sets ensemble, les séparations de sets, les grands par âge, par sexe et par âge. Tout qu'on fait, nous faisons des focus group qui nous permettent d'avoir des informations exploitables. Donc, comme outil, il y a l'outil d'entretien individuel, le focus group et l'évaluation. Nous faisons des évaluations avec la communauté sur la mise en œuvre, comment eux montrent leur participation, leur satisfaction et la perception de la mise en œuvre, leur perception sur comment nous on travaille et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qu'on peut capitaliser. Nous avons utilisé souvent une méthode qu'on appelle le reporting 4, c'est-à-dire une évaluation par les 4. Nous utilisons les 4 de couleurs différentes avec des 4 d'une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, selon l'escalier de satisfaction. 3 étoiles, là, c'est la grande satisfaction. Donc, on explique en langue. On fait tout pour ne pas tordre le poids de l'information et pour faire une évaluation à mi-parcours à l'intérieur d'une population analphabète, on regroupe tout le monde, toutes les parties prenantes du village et on organise bien. Et le jour, on prend chaque indicateur de chaque projet qu'on explique en langue pour tout le monde. Et on dit qu'est-ce que le bailleur a prévu, qu'est-ce que l'ONG a réalisé, physique, qu'est-ce qu'on voit, comment ça s'est passé. Maintenant, pour réaliser, on a prévu de faire cette réalisation selon un processus donné. Ce n'est pas parce que je suis d'une localité donnée que pour aller vers une mobilisation, je ne vais pas aller voir le maire et prendre rendez-vous avec le CA, quitter le CA maintenant, le chef d'arrondissement, et aller dans le quartier et voir le chef de village et travailler avec le conseiller et prendre une décision et aller maintenant vers le clan, la communauté concernée, la communauté bénéficiaire. Mais si je fais ça, je ne respecte pas tout ça, c'est sûr que j'aurai par mes ruses la chance de réunir un jour une population et vider l'activité et avoir la liste de présence et faire le rapport tout et déposer. Mais le jour de l'évaluation par les 4, ce n'est pas que on dénonce l'animateur ou bien on dénonce le processus, mais nous, on fait tout pour avoir comment l'activité a été réalisée. Les populations disent sans s'en rendre compte qu'elles sont en train de déjà dénoncer des gens. Donc, on explique tout et on ne pense pas à voter. Il y a les 4, les populations, on classe les populations par thématique et par indicateur et on explique, qu'ils comprennent bien, on dit, s'ils sont satisfaits, bien satisfaits, là, de mettre la 4 qui porte 3 étoiles dedans. S'ils ne sont pas satisfaits ou bien, s'ils ne sont pas moyens, c'est 2. Mais si ce n'est pas du tout bon, ils ne savent pas comment ça s'est passé, mais ils ont vu de l'eau, de mettre 1. Donc, à un moment donné, c'est vrai, vous aurez à réaliser l'infrastructure, vous aurez réalisé l'infrastructure et le rapport serait bon, les fonds seront utilisés, tout ça. Mais vous n'aurez jamais les 100% d'évaluation, toutes les félicitations du bailleur. Parce que ça va faire d'autres effets. Les indicateurs d'effet ne seront pas au rendez-vous, ne seront pas bons. Parce que l'entretien, tout ceux-là qui devraient être impliqués pour assurer un bon entretien de l'ouvrage ne seraient pas impliqués. Et voyez-vous, ça va agir sur l'indicateur d'effet. On aura immédiatement les indicateurs de réalisation de tout ça. Très tôt, on va comprendre qu'il y a d'impact, il y a tout ça. Mais on ne va pas bénéficier de tout ce que cela pourrait engendrer si on respectait la logique d'intervention. Donc, nous faisons facilement cette évaluation par les 4 et arrivé au bureau, on réorganise, on replanifie et on fait les nécessaires. Tout qu'on fait, c'est un outil qui nous permet d'avoir quand même le cliché de tout ce qui est fait sur le terrain et comment ça s'est passé. Si c'est bien, on le saura. Si c'est à peu près, si c'est bon, si c'est pas bon,
on le saura également. Donc, par rapport aux différents points, nous pouvons déjà dire que à travers tout ça, nous faisons à la fin de chaque projet, parce que les ONG ont une habitude. Quand nous avons un projet qui est qui a des bailleurs un peu difficiles, qui demandent beaucoup de choses, on essaie de le respecter et de faire ça pour ce bailleur-là. Mais dans la même boîte, il y a des projets où les bailleurs ne sont pas trop difficiles. On fait simplement des choses. Donc, avec le temps, comme leçon, on a dit, les auditeurs viennent nous renforcer nos capacités parce qu'ils demandent tellement de choses avant de valider une seule petite activité que quand on annonce qu'ils viennent, tout le monde commence par arranger, revoir sa base et commence par préparer. Mais les autres côtés, on ne fait pas. Du coup, les ONG qui veulent vraiment aller de l'avant et qui veulent faire qui veulent avoir de grandes chances sur l'environnement compétitif, on implémente en même temps. Quand on a reçu des enseignements, des éducations, des formations d'un bailleur qui nous ont permis d'être compétitifs sur le marché, on implémente sur tous les autres projets. Même si les bailleurs n'ont pas demandé, on fait tout. Et les mêmes critères, si le projet est corsé n'importe comment, on essaie quand même de faire les mêmes logiques d'intervention sur tous les autres projets. Donc, ça permet de capitaliser rapidement les bonnes pratiques et commencer par les implémenter rapidement sur les autres projets. Et on gagne toujours. L'anecdote ou bien l'apprentissage, l'enseignement, tout ça. Moi, j'ai quand même noté que le temps du projet, quand on paye le salaire, on gagne le salaire, on a de l'argent chaque fin du mois et le projet va très bien, on est dedans, bien dedans. Mais quand on commence par approcher la fin du projet, on commence par penser à la fin, comment ça va se passer. Souvent, nous, on parle de deuil. Parce que quand quelque chose génère du plaisir, le temps semble trop court. En revanche, quand cela génère du déplaisir, le temps semble relativement long. Mais il faut comprendre que un projet mobilise tellement d'énergie et d'esprit que sa fin provoque un vide que le retour à l'activité habituelle n'arrive jamais à combler. Ne parvient jamais à combler. Si vous êtes dans une activité, vous sortez, vous avez déjà votre planification, après 3 ans ou bien 4 ans pour le projet, vous êtes déjà, ça pompe, vous réfléchissez pour le projet. Ça prend trop d'énergie. Mais quand on tend vers la fin, c'est vrai, on a envie de demander des congés, d'aller se reposer un peu. Mais quand ça finit, encore, même si ça finit bien, c'est encore difficile. Parce que si ça finit bien et puis le projet n'est pas venu le remplacer et on commence par, on est retombé dans les activités habituelles là, c'est compliqué. Mais le second côté qui n'est pas bon, c'est que quand il n'y a pas un bon suivi, quand il n'y a pas une bonne évaluation, le suivi évaluateur n'a pas assuré et le gestionnaire aussi non plus, et que le projet, après l'évaluation à mi-parcours, on a compris que c'est un projet de 3 ans, mais on sait qu'on peut faire déjà 2 phases du projet. Parce que ce qu'on a mis comme balise et ce qu'on a mis comme énergie ne peut pas finir en 3 ans. Et l'objectif, il y a des indicateurs qui ne seront jamais atteints avant 3 ans. Donc, nous, on sait déjà pertinemment que le projet sera renouvelé. Et qu'après évaluation, à mi-parcours, on constate que c'est du chaos. Que ce n'est pas bon. Ils ont fait des recommandations pas possibles. Et les recommandations, le bailleur, c'est que le temps qui reste là, nous ne permettront jamais d'atteindre les indicateurs. Pourtant, peut-être, ils nous ont laissé à la fin, mais brusquement, à un moment donné, c'est que bon, si on ne rattrape pas
les choses, on ne réorganise pas les choses autrement là, que nous ne pourra pas rendre compte de la gestion de ces fonds. Et on coupe le projet. C'est le grand deuil. On coupe le projet. Boum. On comprend que, ah, ça là, c'est fini, on ne peut plus aller de l'avant et on vient et tcha, c'est fini. Donc, ça, on comprend que ça dépend de nous. On va avoir le choc. Le jour, on va dire, le projet est terminé. C'est un choc. C'est un choc. Si c'est bien terminé et on sait que, bon, on peut renouveler, on commence par penser que, bon, ça va aller, ça va revenir, les gens vont venir, tout ça. Mais si ce n'est pas ça et que c'est coupé, on tombe dans la délégation. Les gens vont commencer par refuser que non, que ce n'est pas ça. Ça ne peut pas venir à moi. Chacun commence par fuir sa responsabilité et dit que non, ce n'est pas moi, que ce n'est pas à cause de moi. Okay. Et du coup, on monte en colère. Après, on commence par comprendre que c'est à cause de nous-mêmes le projet est parti. On commence par marchander si vraiment on a la chance qu'ils reviennent, c'est sûr, on va organiser, on va réussir, on va ça. Et on tombe dans des dépressions. Quand ça ne vient plus, quand on est assuré que le projet est terminé, que c'est le deuil qu'on va consommer, bon, on accepte tout. On ne peut plus rien, on sait qu'on a perdu, c'est ça. Donc, nous travaillons normalement pour assurer une continuité. Quand vous travaillez très bien et que vous organisez votre équipe très bien, le chargé de programme, le superviseur, le suivi variateur, tout ça, doit pouvoir avoir un quart de leur temps ou bien un petit moment de leur temps pour participer à la réalisation d'autres projets. Excusez, pour participer à la réalisation d'autres projets, pour que, même si on a une bonne fin, un bon deuil, que physiquement, réellement, on ne le consacre pas dans la manière des choses, dans les faits des choses. Donc, c'est ça que souvent on ne calcule pas. Si on trouve un projet, on laisse tomber les autres, on laisse tomber tout, on se focalise là-dessus. Mais tout est dit que ça va finir forcément. Un projet a une durée de vie. C'est pour ça qu'il faut assurer un bon suivi et s'assurer que les animateurs que moi, je suis en tant que superviseur, sont devenus bons, seront même mieux que moi, pour qu'ils peuvent déjà préparer le rapport que moi, je viens et prendre un peu de temps et finaliser, déposer. Et aller sur un autre front pour rédiger encore, participer à l'équipe de rédaction et partager des expériences pour former. Puisque si on est une ONG, on écrit un projet dans un instant T plus 1 an, on ne peut pas écrire, rédiger un projet de la même manière que la première fois. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, on met tout en œuvre pour gagner, pour être compétitif sur le marché. Vous voyez, donc, c'est en quelque sorte ce que on note. Et c'est très difficile de gérer la différenciation en tant que superviseur. Si on ne laisse pas un sens neutre dans la gestion des choses, pour gérer la différenciation d'une équipe de gestion, c'est très difficile. Or, c'est quand l'équipe est mise sur les rails, qu'on est sûr que la manœuvre se prend d'elle-même et les résultats viennent facilement, très facilement. Vous avez fait la cohésion, la différenciation, vous organisez votre équipe, c'est fini. Le reste là, ce n'est pas à cause de vous. Non, ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause du dispositif qu'on a mis sur pied pour lancer les activités sur le terrain. Et chaque animateur doit savoir qu'on est là pour apprendre forcément des autres et que ce qu'on ne sait, si on ne donne pas tout, on ne peut pas recevoir encore. C'est quand on fait vraiment ce qu'on connaît complètement dans la compétition, qu'on sait que malgré tout, ça n'a pas marché. Donc, de là, si jamais vous avez un complément d'ailleurs qui vous a permis d'aller vers l'objectif, ça ne s'oublie jamais. Et on grandit en connaissance et en expérience d'office. En fait, c'est ça. Il n'y a pas une manière calquée qui réussit dans un village A qui peut aller forcément de non. Mais c'est cette souplesse, c'est cette implication, c'est cette facilité d'intégrer une communauté bénéficiaire et d'impliquer, de travailler avec une équipe de gestion et une nouvelle communauté de bénéficiaires qui nous impose et qui nous souffle les astuces qu'on va utiliser pour traverser et aller vers les bons objectifs.
Il y a un minimum qu'on connaît. Le papier, on a appris, on a fait les formations, c'est bon. Et on a fait les expériences, c'est bon. Mais on sait que rien n'est dû. La prise de décision doit être collégiale. Même pour les bénéficiaires, ce qui est bon pour eux, là, ce n'est pas nous qui allons leur dire non. On doit faciliter la prise de décision, on doit faciliter, on peut leur dire comment on prend une décision. Et si on prend la décision, on connaît la problématique, on fait tout, comment on peut aller vers les actions qui sont à même de nous permettre d'aller vers la réalisation, la réduction, la correction de cette problématique. Donc, un peu, si on va parler terrain et ce qu'on a vécu pendant toute notre expérience et les différentes étapes et les différentes capitalisations que nous avons, les leçons qu'on a tirées, c'est un peu ça. Et habilement, on peut déjà résumer comme quoi un gestionnaire doit avoir la patience d'observer et de connaître son équipe, de gérer la cohésion, la différenciation et de bien organiser. Après la différenciation, mettre l'individu à la place qu'il faut pour donner de bons résultats. Et le résultat vient de lui-même. Mais dans la mise en œuvre, le suivi, c'est une formation continue en fait qui renforce la capacité, les capacités des animateurs, les techniques, les stratégies, tout ce que l'animateur aurait besoin pour aller bien dans la mise en œuvre, le suivi au fur et à mesure. Ce n'est pas du gendarme. On n'est pas gendarme pour les animateurs, non. Parce que l'animateur sait que mon superviseur vient. Si mon superviseur vient, il va me demander si, il va me poser des questions dans ce sens. Nous, on essaie de voir les niveaux, à chaque niveau qu'on place un intervenant. Les animateurs, c'est juste à un niveau où on dit ce qu'ils vont faire. Ici, ils ne sauront même pas ce qu'ils sont en train de remplir. Mais c'est l'animateur qui sait que si l'animateur, c'est le superviseur, pardon, qui sait que si l'animateur respecte la logique d'intervention, ça veut dire qu'en même temps, il est en train de gagner à 25% déjà la réussite de son activité et que les indicateurs d'effet seront au rendez-vous forcément. Et l'animateur même là ne sait même pas pourquoi on lui dit de faire ça forcément. Le superviseur aussi, il y a la politique nationale qui a soulevé juste des problématiques ou bien des difficultés. On a dit, on prend cette difficulté, on dit, bon, il faut faire maintenant de l'opérationnalisation. Toute la maison de l'ONG là est dans l'opérationnalisation. Et dans cette opérationnalisation, il y a encore des décisions qui sont déclinées jusqu'à aller vers le niveau de l'animateur. Donc, il y a des choses que le superviseur maîtrise facilement, il connaît déjà la montée de ses courbes, mais que l'animateur ne maîtrise pas. Voilà, merci. C'est un peu ce que je peux dire de... Oui, je disais, voilà, merci beaucoup. Et il y a des questions. Okay. Il faut peut-être recevoir les questions. Et essayez de poser on va prendre une première vague de questions. Essayez de poser vos questions. Je crois qu'il y a même une question dans le chat. Mais que je ne vois pas. Comment évaluez-vous de façon pratique le taux d'exécution physique? Avec quel outil ou modalité? De façon pratique, quel acteur de l'équipe assure le suivi? Okay. Ça, c'est la question que Idriss a posée. Nadège a levé la main. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Odi. Comment vous allez? Ça va bien, merci. OK. Moi, j'aimerais revenir sur le plan de la gouvernance. OK. Au niveau de la gouvernance, vous avez beaucoup plus parlé de la relation avec les partenaires techniques et financiers. Oui. Vous avez parlé de l'assiduité dans la transmission des rapports. Oui. Et le respect du manuel de procédure. En fait, moi, j'aimerais savoir quelles sont les véritables difficultés que vous rencontrez en tant que chef de projet et au sein de l'ONG même. Je ne sais pas, lorsqu'il y a des décisions à prendre, par exemple, sur le terrain, lorsque vous êtes confronté à une situation donnée, est-ce que vous avez une certaine marge de prendre des décisions et d'agir et après rendre compte
parce que il y a certaines ONG où c'est surtout le résultat à la fin qui compte. Ou bien lorsque vous avez une difficulté, il faut forcément repartir au niveau des dirigeants pour prendre et exposer le problème, avoir leur accord avant de décider. C'est ce que moi j'aimerais savoir. On va aller pas à pas, non? Ce serait plus facile. Hein. OK. Donc, allez-y. OK, dans le dispositif de suivi à l'action, il y a un circuit de l'information. En tant que superviseur sur un projet, nous n'avons jamais le devoir ou le droit de protéger ou bien de vendre nos animateurs. Mais nous avons cette facilité de gérer et de savoir la vérité nous-mêmes d'abord avant de poser la situation à notre hiérarchie. Je dis n'importe quoi. À l'intérieur de nos animateurs, on a une information. Et ça commence par faire le tour des gens rapidement. En tant que superviseur, si vous avez l'information, vous allez vers l'individu, lui seul d'abord, et vous demandez comment ça s'est passé. Après, on réunit l'individu, les animateurs avec nous-mêmes, parce que ce n'est pas bien que l'information quitte ailleurs pour venir tomber dans l'équipe dans laquelle nous travaillons. Si c'est une personne A de l'équipe qui a fait une erreur et qu'on a caché en tant que superviseur, on a voulu faire ça ne marche pas, et que l'information elle est revenue toujours dans l'équipe, ce n'est pas bon. Donc, le superviseur fait le point. D'abord, il prend le responsable en question et il écoute sans jugement. Il fait un point avec son équipe et il fait tout le point, il demande maintenant conseil. Entre eux, il fait le rapport qu'il va aller donner à son hiérarchie directe. Là, il lit le rapport avec les autres membres et la liste de séance est là, la liste de présence est là, tout est là. Et les animateurs savent que ce que notre patron ou bien notre superviseur voulait dire à notre hiérarchie directe là, c'est qu'on a participé. On connaît ça. On va aller voir. En même temps, le superviseur que nous sommes, nous proposons déjà des choses que les animateurs maîtrisent avec nous devant l'intéressé. Et on va à la proposition. Ça, c'est bon. Un projet. C'est nous, en tant que superviseurs, qui allons demander à nos animateurs de faire des propositions depuis la base. Chaque animateur, dans son secteur d'activité, sur son terrain d'intervention, avec ce qu'il a géré, ce qu'il a constaté, les difficultés qu'il a et les surplus, les compléments d'activité, chaque animateur fait le point à son niveau. On vient à une séance et l'animateur présente, il défend ça comme de la soutenance. Et on fait une synthèse avec l'animateur, avec le superviseur, on fait une synthèse et on va pousser maintenant la décision à notre hiérarchie. Et la hiérarchie va faire les nécessaires avec les directeurs de la maison ou bien les responsables de la maison. Et le document qui irait vers, le document final qui irait vers les bailleurs serait connu et serait un document qui engage tout le monde. Si c'est une décision, ça, le directeur seul, à des moments donnés, ne peut même pas présenter le projet dans toute sa valeur parce que l'animateur qui est plus proche des communautés a des subtilités qu'on ignore. Au départ, je vous jure, tout, les ONG, on te cache le contrat. On ne te donne même pas la chance de connaître le montant, même pour ton propre poste là, combien tu vas prendre parce que tout au départ, la gestion était facile, la gestion financière était facile. Et pour des choses que nous savons dans la gestion de la maison, les difficultés de la maison, tout ça, on te cache un certain nombre d'informations. Il te sera difficile d'évoluer. À un moment donné, on constate que si on n'a pas toutes les informations, l'animateur ne peut jamais satisfaire au rapportage, ne peut jamais satisfaire aux décisions, tout ça à rien. Et on commence par comprendre que pour prendre une décision, il faudrait que tout le document de projet soit connu de tous. Et malgré ça, on continue à avoir les informations ou bien on continue à avoir la participation pour aller vers les prises de décision. On propose toujours et c'est ça qui facilite la grande prise de décision à la maison, à la boîte en fait. Merci.
Oui, quelqu'un d'autre? Je peux parler. Oui, je n'entends rien. Non, non. Bon, ok. Vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Vous savez, l'une des difficultés aussi au niveau de suivi-évaluation, c'est l'argent qui s'occupe du suivi-évaluation et puis souvent les chargés de projet ne sont pas souvent dans la même longueur d'onde. Je prends un exemple. Au niveau du tableau du suivi des indicateurs d'activité, souvent, tant que l'activité n'est pas réalisée à 100%, on ne peut pas renseigner ce tableau. Donc, quand vous pouvez prendre un tableau d'un trimestre ou d'un semestre, voir que ce tableau-là, tout est 0%, 0%, 0%. Alors que sur le terrain, il y a quelque chose qui est fait. Donc, quand on brandit ce tableau, on dit, voilà, taux de réalisation, c'est 0%. Du coup, le chargé de projet ou le chargé de programme dit que c'est faux, c'est pas vrai, parce qu'il y a quelque chose qui est fait. Souvent, il n'y a pas une méthodologie qui nous permet de montrer toutes les étapes que les chargés de projet, là, les efforts qu'ils fournissent jusqu'à l'obtention en fait, de ces 100%-là. Alors, de par votre expérience, comment vous procédez pour renseigner ces fiches-là? OK. Merci beaucoup. Je viens de dire dans mon développement que tout le monde a ce problème. Mais jusqu'à aujourd'hui, surtout les BTP, quand on parle de route, vous n'aurez jamais à 2 jours de la fin un indicateur renseigné si le goudron n'est pas bitumé, si la route n'est pas bitumée. Parce que eux, la finalité, c'est le goudron fini. Nous, on fait une colonne d'observation. J'ai donné un exemple d'implantation d'une pompe, un projet d'implantation d'une pompe eau potable dans un village. Et déjà, il faut donner les indicateurs d'étape. Mais si on n'a pas encore implanté la pompe à la séance de rapportage, il y a une colonne qui dit que nous avons eu l'acte de donation de la parcelle qui abrite la pompe. C'est déjà un indicateur d'étape qui montre que la courbe s'est levée et continue son petit chemin. Et qu'un jour, si tout allait bien, on va atteindre l'indicateur qui est une pompe, 2 pompes, 3 pompes sont installées dans telle localité. Donc, nous devons faire, ce n'est pas du bavardage en fait. Quand les indicateurs sont pointus comme ça, il faut toujours faire des actions, d'abord travailler à l'interne pour faire des sous-activités, les sous-activités qui nous permettent d'atteindre l'indicateur. Et chaque sous-activité, c'est des activités qui, une fois réalisées, doivent pouvoir avoir un point d'indicateur d'étape. Et quelque chose, un support qu'on peut justifier, qui nous permettra de justifier l'activité et qui est dans le même sens que l'indicateur final, le grand indicateur qu'on attend. C'est pour ça que je disais, si c'est une terre qu'on veut avoir pour faire une pompe, la parcelle, comme c'est pour toute la localité, il faut avoir l'acte de donation. Et dans l'acte de donation, on a bien dit clairement que telle parcelle de l'OTAN, de parcelle numéro, et dans tel TF, et de superficie tant nord, sud, tout situé, est mise à disposition du village pour l'installation d'une pompe. On monte ce papier. Bon, ce n'est plus 0, on ne peut pas mettre 0%. C'est vrai, on n'a pas atteint l'indicateur, mais l'indicateur n'est pas 0%. Donc, il faut toujours avoir, si vous avez un grand indicateur, dépouiller l'indicateur et dégrader l'indicateur jusqu'à avoir des sous-activités qui nous permettent de pouvoir évaluer, même si c'est 3 mois d'activité qu'on a fait pendant le rapportage, la période de rapportage, là, qu'on ait quelque chose qui décolle. Ou bien si c'est 0, on saura vraiment que c'est 0 et 0, 0 là, on met. Pourquoi c'est 0? Toujours dans l'observation, on met ça. On saura que peut-être on a envoyé un anneau, on a envoyé une demande d'anneau que le bailleur n'a pas encore retourné, que le bailleur n'a pas encore donné son avis. Donc, on attend juste qu'on nous donne l'anneau et qu'on enclenche le processus. Donc,
on attend de l'avis de non-objection du bailleur. L'indicateur est encore dormant, mais ça, c'est clair. OK. Allô, c'est bon? Allô? Oui, une autre question? Il y a quelqu'un qui veut poser une question. Allô, lui, c'est bon? Il y a une autre question. Allez-y, posez la question. On peut répondre les questions dans les chats là? Ok. Il semble qu'il ne voit pas le chat. Quelqu'un peut le lire ça? Je ne le vois pas. Bon, en attendant, je vais poser ma question. Oui, Constantine. Oui, je reviens sur le suivi. Allô? Oui, je vous écoute. OK. Et vous avez dit que l'animateur sur le terrain est au courant que son superviseur va arriver, oui, et qu'il peut prendre les dispositions nécessaires pour que l'activité puisse fonctionner sur le terrain. Oui. Bon, à mon niveau, je me suis dit, suivant le programme du superviseur, il se peut que le superviseur ait des visites inopinées. Et ça, c'est nécessaire pour que l'animateur puisse mieux faire son travail. Et suivant son programme, le superviseur doit pouvoir le suivre de loin. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, oui, et les outils de suivi. Vous avez parlé d'une fiche de suivi. Est-ce la seule ou bien il y a d'autres outils sur le terrain avec les partenaires à la base? Okay. C'est vrai que l'animateur a des fiches, mais comment le superviseur peut se rendre compte que l'animateur ne va pas sur le terrain? Okay. Donc, je me suis dit qu'il devait avoir des documents au niveau des partenaires à la base, dans chaque localité, pour permettre au superviseur de bien faire son travail, de se rendre compte que son animateur fonctionne sur le terrain. Merci. OK, merci beaucoup. Pour le premier cas, le suivi ne se fait pas en gendarme. C'est ça que j'avais dit, et c'est vrai. L'animateur qui a démarré un projet connaît ses heures, ses jours de suivi et a la fiche de suivi de son superviseur. Il manipule la fiche de suivi. On n'a jamais dit non de ne pas faire des choses inopinées, mais l'animateur, le superviseur doit savoir que ce n'est pas dans ça qu'il va forcément corriger, ou bien ce n'est pas dans ces visites inopinées qu'il va valoriser l'animateur. Nous savons qu'un animateur sous nous doit pouvoir nous ressembler. Du coup, la planification hebdomadaire tient compte de notre sortie. L'animateur doit connaître ça. Non. Si nous voulons passer dans le village, ou bien nous savons que l'animateur nous a dit qu'il doit être à temps dans un village à telle heure, tout ça là, on a le temps, on peut partir. On n'a pas besoin de l'appeler avant de partir. Moi, ça là, je suis d'accord. Mais le suivi objectif que nous faisons, qui accompagne la mise en œuvre, qui fait les formations continues, tout le monde est au courant. Et l'animateur même sait, il connaît le contenu de la fiche de suivi. Les inopinés, tout ça ne gêne pas, mais souvent, ça n'a pas ce n'est pas forcément cette manière qui est la meilleure. Et l'animateur peut justifier quand vous allez le manquer sur le terrain et qu'il y a d'autres activités ou bien il y a des choses, il peut justifier. Au fait, nous, on travaille aujourd'hui pour conscientiser les gens. On travaille aujourd'hui pour mettre les gens devant leur activité. Puisque autant qu'ils sont, vous ne pouvez, à un moment donné, avec l'effectif d'une équipe là, vous ne pouvez pas faire forcément de la même manière partout. Or, aujourd'hui, on dit qu'il faudrait qu'on ait la même méthodologie de choses devant chaque individu. Inopiné là, ce n'est pas interdit, ce n'est pas ça, mais
il faut savoir qu'on a le temps, vous voulez faire. On peut aller manquer l'animateur, on peut aller dans la localité et prendre aussi des informations. C'est comme des choses, des entretiens individuels ou bien des choses que nous, on peut aller facilement. Concernant les fiches, les fiches, ce n'est pas seulement, moi j'ai parlé d'une fiche de suivi qu'on peut adapter. Et sur la fiche, là, j'ai dit, les communautés signent. À des moments donnés, on réserve une partie. Si l'activité est faite là, que la communauté, il y aura un représentant de la communauté. Si la communauté même ment, ou bien si la communauté n'a pas signé tout ça là, on saura que la communauté n'a pas signé la fiche. Donc, la fiche que l'animateur va présenter ne sera pas valide. Et à des moments donnés, on fait des cahiers qu'on dépose chez le chef village, ou bien chez le CPS, ou bien, bon, ça dépend du contexte dans lequel on travaille. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de quand même dissuader l'animateur, il fait savoir qu'il n'a pas toutes les chances de rester à la maison délibérément et de venir renseigner, ou bien de venir remplir les choses et ramener facilement. Il y a les ordres de mission. Nous, on a fait un projet et c'est des ordres de mission faits. Et si on fait les ordres de mission, non seulement le commissariat, bien la police va signer, les gens, le porteur, le représentant ou bien le président de l'équipe du comité villageois là, doit signer encore, doit décharger les ordres de mission. Donc, il y a pas mal de choses qui nous assurent que l'animateur est allé sur le terrain. Mais on peut aller sur le terrain et ne pas respecter les choses. C'est pour ça, après, il y a des entretiens individuels. C'est un outil de suivi. Il y a les focus group qui nous disent beaucoup de bavardage. Et dans ces bavardages-là, on voit qu'est-ce que l'animateur a fait de bien, qu'est-ce que l'animateur n'a pas respecté dans la procédure de mise en œuvre. Donc, il y a les rapports qui sont aussi des outils, puisque dans le rapport, il y a l'évolution des choses. Tout ce qui est fait dans une période passée et pendant la période et la planification. Il faut faire l'évaluation quantitative des activités planifiées et l'évaluation qualitative des activités. Nous avons planifié 10 activités dans la période, nous avons pu faire 8. Ça veut dire que ça là, c'est, si on veut faire un taux de choses physiques là, c'est 8 sur 10. Si on veut faire l'analyse qualitative de ces activités là, on descend, on fait des entretiens individuels, on fait des choses pour voir comment ça s'est passé. Et on fait ça de cette manière-là. Donc, dans un suivi évaluateur, c'est-à-dire, c'est quand vous êtes face à une situation que le cerveau marche et le cerveau travaille, et quand on veut changer de stratégie, on remet tout le monde à niveau. De la même manière que cette manière qu'on utilisait va changer désormais. Et désormais, c'est comme ça qu'on va organiser les suivis, et c'est les fiches, c'est les nouvelles fiches, c'est ça. Pour faire le taux, quelqu'un a demandé comment calculer les taux. Ça dépend. Si on veut faire le taux global d'un projet, on fait d'une manière pondérée. C'est-à-dire, il y aura si le projet comporte 5 activités avec des tailles d'activités ou bien des coûts qui montrent que cette activité est plus importante que l'autre selon une graduation donnée, on fait la clé de la pondération. Et pour calculer le taux, on voit l'évolution de chaque taux qu'on applique, le taux de chaque mise en œuvre, activité mise en œuvre, et on calcule le taux par activité. Après, on frappe de la clé de pondération pour trouver maintenant le taux global du contrat, le taux global du projet en fait. Est-ce que je peux dire plus loin? Nadège a toujours la main levée. Hein. Allô? Allô? Oui? Oui? Oui. Je reviens toujours. Bon, c'est un peu la suite de ma question. OK. Voilà. Je prends un exemple. Vous êtes chargé de projet. Et vous interagissez. Mais attends, il y a un autre que je veux faire. Oui, tu peux couper ton micro. Allô? Oui, allô? OK. Oui, vous interagissez avec, je dirais peut-être le chargé de programme ou le gestionnaire de programme qui se trouve au niveau du partenaire technique et financier. Très bien. Voilà, qui a souvent besoin d'informations.
pour également faire ses rapports au niveau du partenaire. Et par exemple, lorsqu'il vous demande des documents, il vous envoie des mails pour demander des informations. En tant que chargé de projet, est-ce que vous avez cette liberté d'envoyer les documents toujours en lien avec le projet? Tout est en lien avec le projet sans auparavant passer par votre hiérarchie. OK, merci beaucoup. Cette question est très belle question parce que ça crée trop de difficultés par le passé chez nous. Quand le chef n'est pas là, il faut l'attendre forcément. Ça nous a amené à valider après chaque période, après chaque fin du mois, à valider un document d'information. C'est simple, hein, ce n'est pas créer un autre document. Hein. Si c'est un rapport mensuel que nous faisons, l'animateur rend ces données et le rapport global de l'activité ou bien du projet est sorti. On fait rapidement une séance par les dirigeants de la maison et on présente dans ce rapport-là, on fait tout pour avoir toutes les informations. Et les choses, que ce soit programmatique que financière, on valide tout. Et nous savons que nous pouvons manipuler ce rapport, bien ces informations n'importe comment. Et quand les interactions entre le bailleur, le partenaire technique et le gestionnaire du projet, on met en copie toujours son hiérarchie. Si l'hiérarchie est au bureau, le mail vient, on tire le mail et on va le voir avec les propositions de réponse. Et s'il est à côté, il valide, il dit oui, ça l'a fait, si ça l'a dit ça, il fait ça. Et on balance, on veut balancer, on met toujours en copie cette hiérarchie. Maintenant, s'ils ont demandé une activité, une information qu'on n'a pas encore finie, peut-être qu'ils voulaient faire des choses rapides à leur niveau, des points rapides à leur niveau, ils demandent si telle activité à quel niveau, tout ça là. Et que nous, on est là. En tant que chargé, nous, on sait à quel niveau c'est exactement. Ce qu'on ne peut pas dire librement sans prendre l'avis du bailleur, sinon ça casse tout. Forcément, si on a l'information, on tire le mail ou bien on appelle notre hiérarchie. On dit, nous avons reçu telle information de tel bailleur qui demande tant en temps. Je vais vous faire le point exact de l'exécution aujourd'hui par rapport à cette question, c'est temps. Maintenant, qu'est-ce que nous avons qui nous permet de dire au bailleur que nous sommes à tel niveau? Si c'est que la dernière information que nous voulons dire, nous n'avons pas encore un support qui vérifie ça. Si on descend le lendemain pour contrôler, on ne pourra pas justifier cette information. On s'arrête à la dernière information. Nous sommes sûrs que le support est déjà chez nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est que si on est sûr que l'animateur ou bien le maire... La première tranche qu'il doit payer, c'est combien? Que le maire a promis de donner un acte de donation, par exemple, demain, et qu'on demande à quel niveau vous êtes, tout ça là. Dis seulement que vous avez déjà fait 3 réunions et que nous avons une promesse de date de donation. Vous pouvez l'avoir demain. Si vous avez demain, vous lui balancez ça. Mais si vous donnez... Ils ne sont pas mis en copie de la facture qu'ils ont envoyée. Nous aurons, que nous avons l'acte de donation, bien que nous sommes à l'étape d'acte de donation, bien que le terrain est déjà conquis, que nous avons tout. Il va faire ça. La mission va venir, va dire, ah, vous avez déjà signalé que le terrain est déjà prêt pour abriter la pompe. OK, montrez-nous les évidences. Ce n'est pas maintenant, on va commencer à dire au fait que, bon, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, si c'est une réunion avec PV qu'on a fait avec le conseil communal qui dit que on met les promesses et signé par les conseillers et on le envoie au bailleur que nous sommes à cette étape et que c'est ça. Sachant pertinemment que même dans 10 minutes, là, on aura l'acte de donation signé par le maire. Mais tant qu'on ne l'a pas sous la main, un support pour justifier notre information, on ne le dit pas. Et même si on a tout, et on est obligé d'aller voir son hiérarchie pour poser la situation, avoir juste l'avis, comme on demande l'avis de non-objection des partenaires. Même au bureau, ton hiérarchie directe doit pouvoir donner son avis sur le truc avant qu'on ne balance. Sinon, à un moment donné, on perd les pédales rapidement. OK.
mon micro était ouvert. Oui, fortement. Oui. Allô? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Quelqu'un a demandé de façon pratique quel acteur de l'équipe assure le suivi. Ça dépend de l'organigramme du projet. Si le projet a un coordonnateur et un suivi-évaluateur, c'est le suivi-évaluateur qui s'occupe du suivi et rencontre. Mais si le projet n'a pas un suivi-évaluateur à côté d'un coordonnateur, c'est le coordonnateur qui fait tout. Il peut y avoir, si le projet a un gestionnaire de projet, c'est le gestionnaire de projet là qui fait tout. Et rencontre dans les rapports validés par son hiérarchie directe. OK, il est 13h aussi. Et s'il n'y a plus d'autres questions, est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, voilà. Quels sont les défis auxquels sont confrontés les dirigeants des organisations que vous êtes? Les grands défis. Voilà. Quels sont les défis auxquels les dirigeants sont confrontés? Vous savez que les chefs n'applaudissent jamais les échecs, non? Les chefs sont prêts à applaudir ce qui est bon. Mais si ce n'est pas bon là, même si vous êtes leur frère, c'est la dernière rigueur. Donc aujourd'hui, chaque dirigeant de chaque organisation ou bien chez nous, c'est toujours comment faire pour renforcer la performance au sein de la boîte. Chaque animateur doit savoir que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, si le projet est gaillé, on pense à d'autres choses parce que avant que le projet ne soit gaillé, on a tout fait. Et l'équipe qui est mise là-dessus a entièrement la charge de la mise en œuvre. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire à peu près les grandes difficultés que rencontrent les suivi-évaluateurs à l'intérieur du projet, c'est qu'à des moments donnés, on ne participe pas à un bon recrutement. Un projet demande des profils donnés. Les TDR sont rédigés. Les dossiers sont ouverts, analysés. Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est pas ça. À moins que on fasse un peu d'effort. Sinon, il y a des gens qui sont bien placés pour faire de belles choses à l'intérieur d'une équipe facilement, mais qui n'ont jamais la chance d'être retenus. Ça bloque un peu et ça donne bien du travail. Et quand on a des équipes qui comprennent que nous avons des liens de parenté faciles, ça pèse, ça agit un peu sur la logique d'intervention et sur l'esprit d'équipe. Dans le même temps, le chef attend toujours le résultat. Le chef, c'est le résultat ou rien. Et ce qui compte, c'est les bailleurs d'abord. C'est les autres d'abord. L'environnement, on doit tout faire pour que l'environnement félicite. Si on fait les enquêtes de fin d'année, on doit savoir que la communauté a une bonne perception sur notre gestion, sur la manière dont nous faisons les activités. Ce que nous faisons épouse l'idée des gens. Donc, les gouvernants, les chefs courent toujours après la visibilité, c'est-à-dire leur honneur. Et comment vendre l'institution pour avoir d'autres opportunités de financement. Merci beaucoup.
Allô? Ok, merci beaucoup. Hein. Merci, Auriol. Je voudrais quand même te dire merci beaucoup et merci de ce témoignage bénévole. Et je suis très touché de ta disponibilité et je crois que c'est un exercice qu'on va répéter. Et ça, on doit le faire avec le deuxième groupe la semaine prochaine. Sans et donc, merci vraiment. Et encore, bien à toi. Ok, d'accord. Merci. D'accord. Et ce que je voudrais vous demander aussi, essayez de récupérer encore de collecter d'autres informations chez les participants qui n'ont pas peut-être la chance de se prononcer ce soir. S'ils ont des choses, on peut reverser dans le deuxième groupe et ça pourrait nous édifier facilement, quoi. Il n'y a pas de problème. Merci, merci. Porte-toi bien. Merci beaucoup. Alors, bye bye à tout le monde. Merci, oui. Les gars, donc, c'est la pause. On reprend à 14h. Merci à tous et bon déjeuner.